Merci Mathieu, merci pour votre accueil et votre présence. Bienvenue à Catherine Levet. Alors, il y a 10 ans, submergée peut-être par des questions idiotes relatives à son métier d'écrire, Catherine Levet a lancé sur son site La question qui tue. C'est une série de chroniques. Allez voir sur son site, c'est très intéressant. En réponse à des interrogations narratologiques, esthétiques, anecdotiques, économiques, philosophiques, etc., du type « À quoi bon la littérature ?» ou encore « Rêvez-vous de recevoir le Nobel de littérature ?» Si vous voulez savoir sa réponse, j'ai répondu à cette question. Vous irez voir sur son site. Alors, parmi ces questions, il y en a une qui intéresse toujours. Est-il important de connaître l'auteur, son parcours et sa vie pour réellement apprécier son œuvre? Alors, Catherine Levet, il donne une réponse du type « De belles roses poussent sur le fumier, et du moment qu'il nous prend d'examiner ces roses d'un peu plus près, il n'y a aucune raison de ne pas remonter jusqu'aux racines. » Alors, avant que l'on parle de cette floraison, à savoir votre 5e roman, dont la couverture est rose, Les Fêtes de Laurier, quelques mots pour vous présenter donc Catherine Levet, pour donner un petit peu le terreau de cette rencontre, durant laquelle nous parlerons de fiction, de correspondance, mais aussi du métier d'écrire. Catherine, vous êtes née au sein d'une famille de paysans de montagne, en Valais, où personne ne lisait. Oui. Vous avez ensuite étudié à Genève les sciences politiques, les relations internationales et puis la criminologie, avec des recherches sur le secret bancaire et le blanchiment d'argent. On en parlera peut-être aussi. Vous avez travaillé comme journaliste spécialisé en économie et finance dans plein de journaux dont la plupart n'existent plus ou bientôt plus. Voilà, c'est vrai, c'est un bon constat, triste. Donc ensemble, vous avez vu disparaître plusieurs mondes autour de vous, dont un certain monde russe aussi, que vous connaissez très bien, depuis un premier voyage en URSS à 20 ans. Vous n'avez cessé d'y retourner, récemment encore, on en parlera aussi probablement. Et puis, vous avez quitté la vie salariée pour vivre de manière indépendante de votre plume. On vous doit des chroniques russes, des réponses à la question qui tue, du théâtre, des essais et des romans, dont celui-ci, Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir, le 5e, paru aux éditions Zoé en 2023. 24, pardon. Mais nous l'avons verni en 2023. Non, que 2024. La dédicace que j'ai ici date du 15 décembre 2023. Signé Catherine avant. 2024. Autant pour moi. Quel enquêteur hors pair. Des formations professionnelles. C'est une histoire où il ne se passe à peu près rien. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, il y a tout dans ce livre de ce qui fait la singularité de l'expérience humaine. Alors, c'est un livre constitué de 45 chapitres. Et j'aurais aimé, si vous le voulez bien, qu'on commence directement par lire le début de cette histoire, avec ces 2 épigraphes et un début comme un conte. Merci beaucoup pour cette introduction. Sérieux, vraiment. Et le fait de mentionner les questions qui tuent, je n'y attendais pas du tout. Ça me fait très plaisir. Je voulais d'abord vous remercier l'université, remercier Mathieu Corpato, Thomas Moncolers, Jossi, et vous toutes et tous qui êtes ici. Voilà. C'est touchant quand même, hein. Il fait beau, il fait la beau, et vous êtes là. Donc, merci. Et ce que je voulais dire à propos des questions qui tuent, c'est que j'ai eu la tentation au cours des années, parce que j'en ai beaucoup écrit entre 2016 et 2017, et puis m'arrivaient continuellement des questions, soit par mail, soit à travers mon site, soit de temps en temps sur Facebook. Je ne suis pas une grande pro des réseaux sociaux, je l'avoue, mais j'aime bien, je m'y intéresse, voir comment ça fonctionne. Et puis aussi les soirées publiques et tout, il y a toujours une question quelque part, et je me dis, il faut absolument que j'y réponde. Typiquement, j'en ai eu une il y a quelques mois. N'avez-vous pas eu la tentation d'écrire sous pseudo? Et elle me trotte dans la tête. Mais malheureusement, c'est la question du temps. Donc, je reprendrai cette série à un moment donné, parce que ça prend beaucoup de temps d'y répondre. J'essaie de le faire un peu avec de l'humour, mais sérieusement. Et puis, j'essaie toujours, à la fin de chacune de ces chroniques, de recommander une lecture. Ce qui est pour moi toujours aussi presque la partie la plus importante. Un texte qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, entrer en résonance. Voilà, maintenant je l'exécute. Alors j'ai décidé de commencer par ce qu'on appelle les exergues ou l'exergue, c'est-à-dire les 2 extraits
de deux écrivains qui ouvrent le livre. L'un, c'est Sándor Márai, écrivain hongrois, que j'ai connu, on met des guillemets, assez tard dans ma vie, pas personnellement, mais son œuvre, et qui m'a vraiment, vraiment beaucoup accompagnée. Et l'autre, c'est Léon Tolstoï, l'écrivain russe. Non pas parce que je suis une tolstoïenne indécrottable, pas tellement, à dire vrai. Je suis plutôt une tchécovienne qui était, moi, mon accompagnateur depuis petite. Mais l'extrait que je vais vous lire de La mort d'Ivan Ilitch, cette petite nouvelle de Tolstoï, c'est une nouvelle, je l'ai lue à l'adolescence, relue à l'âge adulte à plusieurs reprises, et elle est tout le temps quelque part dans ma tête. Et elle, cet exergue-là de Tolstoï, je l'ai ajouté après. En revanche, je suis partie avec Márai. Ah, me voilà, bienvenue. Eh bien, ces personnes arrivent de loin. De pays. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai pris conscience dans le processus d'écriture qui a duré qu'en fait, j'avais en miroir le texte de Tolstoï. Je ne m'en suis pas rendu compte pendant longtemps. Et je l'ai relu après. Voilà. Et je ne prends jamais des citations et des exergues au hasard ou parce que ces petits extraits me plaisent. Je ne suis pas en train de choisir parmi plein de petits extraits que j'aurais collectés au cours des années. Chez moi et dans tous mes textes littéraires, les exergues sont comme en musique, ça donne le ton. Ils sont absolument essentiels. Premier exergue. C'est terriblement difficile de connaître la vérité sur nous-mêmes, sur notre nature, nos tendances, nos désirs. C'est quasi impossible. À ce propos règne une bohème abyssale et dense que le rayonnement de l'intelligence ne réussit pas à percer. C'est un extrait donc de Sándor Márai, de son journal 1946. Le journal de Sándor Márai est impressionnant. C'est vraiment plein de tomes. Ça a été beaucoup coupé. Et le dernier tome a été publié en français il n'y a pas longtemps, en 2023, si je ne vous dis pas de bêtises. Les Hongrois m'ont dit, je ne parle pas l'hongrois, qu'il fallait dire Sándor. Parce que c'est comme ça qu'on prononce, et pour moi, je n'y arrive pas, parce que c'est une question de sonorité, et je dis Sándor. Et des gens m'ont dit, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, vous avez choisi ce prénom, alors qu'il s'agit d'un homme qui va mourir, blablabla. Bon, le deuxième, Léon Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch. Dans les derniers temps, le visage tourné vers le dossier du divan, il vivait tellement seul, au milieu d'une cité populeuse, de ses nombreux amis, de sa famille, que nulle part, ni sous la terre, ni au fond de la mer, on aurait pu trouver une solitude aussi complète. Début de mon texte, chapitre 1. Il était une fois un homme, un brave homme audacieux, qui ne voulait pas mourir. Cet homme savait que la mort existe, il savait même qu'elle se manifeste tous les jours. Seulement, il ne pouvait pas croire qu'elle le menaçait, lui, personnellement. Un peu comme si le soleil qui le réchauffait n'était pas celui qui réchauffe les autres, pas le même soleil, ni la pluie qui le mouillait. Cet homme, je le connaissais. Il était mon voisin. Tous les jours, quand il ne voyageait pas, or il voyageait beaucoup, nous nous rencontrions à un moment de la journée ou de la soirée. Parfois, nous échangions juste un salut, parfois quelques mots. Et il arrivait que ceci se prolonge par un verre partagé. Merci, c'est un partage où nous sommes conviés en tant que lecteurs et lectrices pour apprendre à connaître cet homme nommé donc Sándor, et dont on apprendra peu à peu qu'il est, tout comme son presque homonyme, né en Hongrie, qu'il est à la fois impatient et délicat, obstiné et désemparé, comme vous l'écrivez,
qui ne veut pas mourir, mais qui semble condamné par une maladie qu'il ne cesse de nier, avec un panache et une assurance très déconcertants, à la fois pour le lecteur et pour la narratrice. Cette narratrice qui essaye de rentrer progressivement dans le mystère de cette vie, et puis qui ne parvient plus à s'en détacher. Donc c'est non seulement l'histoire de ce lien à la fois puissant et que rien n'explique vraiment, entre deux voisins de palier, deux personnages très communs et que tout oppose. Et c'est une sorte de roman d'amour sans amour, c'est l'histoire d'un attachement autant que d'un détachement, tout cela égorgé d'une écriture ironique, douce amère, comme souvent chez vous. Ma première question, qui j'espère ne vous tuera point par sa banalité, est justement une question sur la banalité, parce que cet homme est en somme extrêmement banal. Et c'est un livre qui prend le parti de la banalité. Vous semblez vous défier de l'extraordinaire, du spectaculaire. On ne fera pas ici la liste des romans qui font le pari, au contraire, du spectaculaire, de l'extraordinaire. Et ici, on est avec un homme sur son palier qui rencontre sa voisine. Est-ce par manque d'imagination que vous créez de la fiction à partir de la banalité? Il va vraiment falloir que je retienne cette question pour une question qui tue. Est-ce par manque d'imagination? Merci beaucoup. Je mettrai Thierry R. Voilà. Non connu de la rédaction. Non connu de la rédaction. Merci beaucoup pour cette question. Oui, la banalité. J'avoue, vraiment tout de go. Est-ce par manque d'imagination? Ça, je ne le pense pas. Mais je ne suis pas un bon juge, n'est-ce pas, de moi-même. Bien sûr qu'on peut, et particulièrement dans le milieu du journalisme, que j'ai quand même pratiqué longtemps, même si en économie et finance, on n'est pas dans le domaine des faits divers et de ces choses-là, ou journaliste people ou sociétal, où on ira vers le dernier crime et tout. En plus, j'ai fait de la criminologie et je me suis surtout intéressée aux questions auxquelles personne ne s'intéresse. Le blanchiment d'argent, la corruption, ça ennuie absolument tout le monde. C'est des choses hyper complexes, il faut remonter des chemins. Voilà. Je crains qu'il s'agisse de ma nature profonde, c'est-à-dire, mais d'où ça vient mystère, d'une méfiance absolue, tout en reconnaissant le côté où je suis une humaine comme n'importe qui, je peux avoir une fascination par rapport au crime, par rapport à l'événement extraordinaire, et moi j'aime l'ordinaire. Voilà. Et ma position d'écrivain, je peux même la décrire presque par métaphore, c'est il y a une rue, il y a une sorte de petite terrasse à peine, elle n'est même pas très jolie, il y a une chaise, on peut prendre un café, et j'y reste très longtemps. Voilà. Et je regarde passer, et peut-être Thierry Rabault, qu'à ce moment-là, justement, il faut une bonne dose d'imagination. Voilà. Pour faire quelque chose de ça. Et je pense aussi, par exemple, à mon texte littéraire précédent, Monsieur et Madame Riva, c'était, à un moment donné, ça me tombait un peu sur les bras, parce que je me disais, et d'ailleurs l'éditrice avait repris cette phrase, il y a une narratrice qui se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec deux vieux? Parce que Monsieur et Madame Riva sont vieux. Bon, ils sont vieux, ils ne sont pas particulièrement intéressants non plus. Et en réalité, ils sont très intéressants. C'est ce que je vois tant d'années après. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, dans les rencontres publiques, des lecteurs et des lectrices que je ne connais pas me parlent de Monsieur et Madame Rivard, alors qu'ils l'ont lu il y a déjà pas mal d'années, et qui restent. Voilà. Et ce Monsieur Sandor, ce qu'on peut dire, ça m'a beaucoup surprise après coup. J'avais pas peur d'aller avec ce Sandor de fiction. C'est évidemment un hommage à Sandor Márai, mais c'est toute une autre vie. En revanche, ce que j'ai gardé éventuellement de Sandor Márai, c'est un peu sa silhouette. Ça, je l'ai gardé un peu. Donc, c'est vraiment un processus d'imagination. Je me suis étonnée de l'attachement des lecteurs et lectrices à ce personnage qui n'intéresse personne. Vous savez, un homme proche de la soixantaine ou qui l'a dépassé et qui va mourir, sincèrement, tout le monde s'en fiche. Et en plus, il n'est pas particulièrement gentil, pas particulièrement sympathique, pas particulièrement aimable. Vous voyez? Et alors, il se passe des choses sans doute dans cette approche. Vous avez parlé de 45 chapitres courts. Moi, j'appelle ça une sorte de danse où la narratrice qui observe ce personnage et qui est
entre en interaction avec lui, elle est souvent extrêmement agacée. Parce qu'au fond, c'est un personnage agaçant et peut-être un peu indifférent. Mais elle change à chaque fois de position pour le regarder. Elle fait cet effort. Et peu à peu, elle rentre dans l'intimité, une sorte d'intimité. Et au fond, lui, il fait ça aussi. Et peut-être que c'est ça qui émeut. Moi, je ne peux pas expliquer le pourquoi, du comment. Mais parce que ces deux personnages ont lieu et place de se rejeter, parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas de point commun. Ils n'ont pas vraiment d'affinité à aucun moment. Et ça, je pense qu'on le sent assez vite dans la vie et que dans la société d'aujourd'hui, on se sentira encore plus légitime alors à rejeter. Eh bien, là, il y a une sorte d'effort, peut-être même inconscient, chez les deux, de s'intéresser à l'autre sur le plan humain. Voilà. Et ça, oui. Mais en effet, il a rien de particulier. La narratrice non plus, je le crains. Ouais, c'est des personnages très insignifiants qui résistent aussi à toute assignation, à toute définition, ce qui rend votre livre si difficile à résumer, ce qui oblige les modérateurs à des sortes de pirouettes ironiques pour bien en parler. Mais l'insignifiance se double aussi d'une indéfinition déjà dans les titres. Hein. Histoire, donc c'est pas l'histoire, c'est vraiment Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir. Votre premier roman s'intitulait L'homme interdit, qui vient d'ailleurs de reparaître en poche chez Zoé. Vous aimez les indéfinis, hein, même chez Monsieur et Madame Riva, on sentait que c'était finalement Monsieur et Madame tout le monde. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette indéfinition? On pense à Un homme qui dort chez Pérec, c'est quelque chose assez couru en littérature, cette sorte de grande généralité. Mais pourquoi cette histoire de l'homme plutôt que l'histoire? C'est un trait à travers votre œuvre. Ouais, jusqu'à maintenant, j'ai de la peine à répondre à cette question très, très, très précisément. Je pense que l'indéfinition, c'est ce que je dirais ce soir. Elle me permet à moi, en tant qu'écrivain, d'échapper à la volonté de contrôler. Ça serait la première chose. Parce que je ne suis pas un écrivain qui écrit un texte en sachant ce qu'elle va écrire. Voilà, les gens ont de la peine à le croire et pensent que c'est tout nouveau, pas du tout. À travers l'histoire de la littérature, énormément d'écrivains ont procédé ainsi. Et vous trouvez aussi de très bons écrivains qui sont ce qu'on appelle les écrivains avec des plans, avec des choses extrêmement précises. Ils existent aujourd'hui, ils existaient hier. J'appartiens véritablement à l'autre catégorie parce que je suis quelque part moi aussi l'auditrice de l'histoire que je raconte. Vous écoutez vos écrivains. Voilà, exactement. Et donc l'indéfinition, c'est parce que, oui, je pense que c'est ça. Éviter d'en faire des marionnettes, éviter de les contrôler. Je ne veux jamais être, et c'est vrai que j'ai un peu une obsession par rapport à ça, aussi compte tenu de l'époque, et c'est ma position, mais peu importe, elle peut être critiquable. Je n'aime pas entendre les écrivains qui disent j'ai un sujet. Quand on parle de littérature, peut-être aussi parce que je pratique, comme vous Thierry, l'écriture documentaire. Dans l'écriture documentaire, on s'approche du réel, on va décrire une scène, une communauté ou une culture. Et là, il y a quelque chose qui est défini. Hein, on ne va pas tellement inventer. Et on va tourner autour d'un sujet. Ensuite, on travaille l'écriture, on ne travaille pas. Pour moi, la littérature, elle va vers l'universalité. Et peut-être que le meilleur moyen, c'est ce que je trouve personnellement, voilà, j'en suis là. C'est l'indéfinition. C'est l'indéfinition. À la fois, on a un homme très précis, enfin très précis. Il existe véritablement. Il y a une narratrice qui existe, en tout cas pour moi, vraiment. Mais ils n'ont pas de caractéristiques. Bon, dans Monsieur et Madame Riva, je fais un très grand hommage à Musil, l'homme sans qualité. Vous voyez, il y a toute cette question sans qualité, ça veut dire quoi? C'est pas que la qualité morale, c'est l'indéfinition. Donc oui, il faut croire que j'ai une affinité avec ça. Vous parlez d'écriture documentaire, vous êtes encore actif comme journaliste, hein, vous signez des reportages dans des revues comme Cometa, où vous avez publié des pages sur votre expérience en Russie en 2023. Et ce qui interroge, c'est que ce jeu fictionnel, ici, celui de la narratrice, on le retrouve aussi dans Monsieur et Madame Riva, une narratrice en jeu, qui est en somme assez proche de ce jeu documentaire. Qu'est-ce qui, pour vous, les distingue? Est-ce que c'est une autre langue, un autre stylo, un autre muscle, lorsque vous vous mettez à la table? Je dirais que c'est la question du contrôle. Si j'écris un reportage, par exemple, je suis retournée en Russie, la guerre à large échelle, comme on dit, de la Russie contre l'Ukraine était en cours depuis 1 an, et j'ai voulu retourner en Russie
dans des circonstances évidemment que j'ai dû un petit peu assurer parce que c'est dangereux et aujourd'hui ça le serait encore plus. Euh, Là, c'est bien moi, Catherine Levet, qui y va. Et quand j'écris je dans ce reportage et que je témoigne des gens que j'ai rencontrés à tout niveau et quel que soit leur opinion, parce que je suis vraiment une personne comme ça, c'est-à-dire qui va sur le terrain et qui aime parler avec les gens. Je n'aime pas dire je ne rencontre que tel type de personne et pas tel autre. Alors, c'est vraiment une résistance très forte. Après, quand j'en témoigne, je dis je. Là, dans les reportages littéraires. En tant que journaliste de presse écrite sur plein de choses, on ne dit jamais je. Donc il y a déjà une distinction pour vous, Voilà. reportage littéraire, Bien sûr. reportage... Et j'ai appris pendant très longtemps, et aujourd'hui aussi, si j'écris un article, ce que j'appellerais un article, je ne dirai jamais je. C'est très difficile, mais en même temps, ça nous aide à avoir une approche professionnelle par rapport à une question. Dans le reportage littéraire, j'assume complètement le je. Et en revanche, dans la fiction, justement, je pense que je ne souhaite pas que le jeu, le mien, prenne le pouvoir et qu'il y ait un effet de miroir trop fort. En revanche, comme je le dis toujours, j'écris depuis la personne que je suis. Le fait de vivre dans ce monde contemporain, première chose, d'être de langue française, d'avoir une peau blanche, d'être une femme, d'avoir pu faire des études, d'être une grande lectrice, ça traverse mes personnages. Mais ça ne se loge pas chez quelqu'un, vous voyez? Et il n'y a pas un regard unique. C'est comme ça que je l'expliquerai. Et donc, le jeu fictionnel me demande, et j'en viens à votre question sur l'imagination, au fond, beaucoup d'imagination. Parce que il y a cette chose très bizarre qui est presque du domaine psychiatrique, les psychiatres diraient les choses comme ça, c'est que l'univers mental que je crée dans l'histoire qui se développe au fur et à mesure existe pour moi. Cet univers mental existe. L'immeuble où vivent mes deux personnages, il existe. Dans la réalité, je suis incapable de vous y amener. Vraiment, je n'ai pas décrit, j'aurais pu le faire, un immeuble que je connais. Le palier existe. Et je suis vraiment partie de ces éléments matériels, vous voyez, qui existent dans ma tête. Et monsieur et madame Riva existent. Je vois très bien leur cuisine. Ça n'est ni la cuisine de mes grands-parents, ni celle de quiconque, de personnes âgées que je pourrais connaître. Parce que je m'ennuie si je décris. Voilà, c'est de cet ordre-là. Donc il y a ce contraste entre l'imagination, oui, je crois qu'il faut beaucoup d'imagination, et l'ordinaire. L'ordinaire n'empêche pas beaucoup l'imagination, je pense. Comme une mise en abîme de ce que vous nous dites, ce roman est aussi un roman sur le pouvoir de la fiction et sur la manière qu'on a de se créer nos propres fictions qui rendent peut-être notre vie acceptable. Je vous propose de nous lire le début du chapitre 11 qui met cela en scène. Oui, et puis pour l'histoire, ben, vous voyez, donc c'est vraiment un très grand piège, cette histoire. En minuscule en plus. Un titre pareil, d'abord long, il n'y a pas apostrophe, c'est vraiment la catastrophe au niveau aussi des critiques littéraires, au niveau commercial. Au niveau commercial, au niveau des communiqués, c'est la catastrophe. Et la plupart des gens, même qui annoncent des rencontres et tout, mettent l'homme qui ne voulait pas mourir. Parce qu'il y a plein de titres avec l'homme. Voilà. Non, je tiens à histoire. Et à l'histoire avec la minuscule. Elle a été négociée avec l'éditrice. Elle a été négociée. C'était refusé, évidemment. Et à un moment donné, il y a eu quand même, parce que c'est l'éditeur et l'éditrice, c'est la maison d'édition qui a comment on peut dire ça, le dernier mot sur la question visuelle, sur la question du titre, sur la question de la présentation. Là, on peut parler business, voilà, et aussi le titre. Et finalement, il y a eu entre les personnes qui ont travaillé chez Zoé, parce qu'il y a eu plusieurs relectures, plusieurs regards, c'est tout un processus de travail d'un manuscrit. Non pas que j'ai changé mon texte, pas du tout, mais les questions qui sont posées, moi je les aime. C'est des questions qui nous ébranlent sur un manuscrit. Il faut pas être un écrivain qui se sent attaqué parce qu'on lui pose des questions.
Vous voyez? Ça nous solidifie par rapport à un texte. C'est très, très bien que les gens posent des questions, des gens dans le domaine éditorial, et même vous demandent: «Est-ce que tu es bien sûr de ça? Mais pourquoi tu as du passé composé et tout de suite après du passé simple? Ça va pas du tout». C'est des questions abyssales. Vraiment, la terre s'ouvre et on se dit: «Mais pourquoi on embête?» Parce qu'en plus, vous vous sentez tellement, tellement fragile, et en même temps, il faut prendre vraiment ses nerfs avec soi et poser les yeux sur le texte, que moi je fais déjà énormément durant le processus d'écriture, mais il ne faut pas penser qu'on est au bout. Parce que, et ça c'est un conseil que je vous donnerais pour celles et ceux d'entre vous qui écrivez ou avez envie d'écrire, parce qu'il y a quand même un truc qui se passe dont on n'est peut-être pas tellement conscient au début. Ensuite, le texte existe. Et on ne va pas, même dans les rééditions, vous voyez, les poches et tout, à moins qu'il y ait vraiment des erreurs fondamentales, réécrire. Parce que, et moi, on m'a eu des fois demandé: veux-tu changer des choses, etc. Pour moi, c'est comme une partition de musique. Si je commence à toucher telle partie, je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce qu'on est en train de faire des réglages là, et donc on va devoir faire des réglages ailleurs. Donc il faut travailler, c'est le conseil que je donne, travailler, travailler, travailler jusqu'à n'en plus pouvoir. Voilà. Parce qu'ensuite, vous vous direz: OK, je suis quand même allé au bout de ce que je pouvais, honnêtement, honnêtement, sachant qu'un texte n'est jamais parfait. Que chaque fois que votre regard tombe dessus, vous dites: mais enfin là, ma fille, t'aurais quand même pu. Enfin, vous voyez, vous prenez par les épaules. C'est une vraie relation avec soi-même aussi, hein. La personne qui écrit, la personne qui lit, dans le cas du fait d'être écrivain. Voilà. Donc, une longue histoire, ce titre, et c'est un titre long, pour rire. C'était la grande mode, Thierry Rabou, quand il y avait toutes ces discussions, des titres très courts. Alors évidemment, c'est difficile en tant qu'écrivain de dire à son éditeur: bah, on va y aller avec un lot. Puisque tout le milieu littéraire aime les titres courts. Voilà. Chapitre 11. L'homme qui ne voulait pas mourir. Ça, c'est un péplot du CFF. C'est en plus un gros train. C'est en train de m'achever. Je vous laisse passer. C'est une pause involontaire, hein? L'homme qui ne voulait pas mourir n'était pas sentimental. Sa peine à décrire non pas ce qu'il vivait, mais ce que provoquait en lui ce qu'il était en train de vivre, était absolu. Il s'en tenait aux faits, et ceux-ci semblaient lui offrir un abri suffisant. Il avait eu tel traitement, ce traitement avait provoqué tels effets. Les docteurs avaient dit que dans ce cas, il fallait entreprendre ceci ou cela. Quand il apparaissait que telle méthode dernier cri ne donnait pas les résultats escomptés, les médecins en avaient une autre à lui proposer, et une autre encore, au cas où. La médecine possède son rythme propre et des critères d'appréciation qui lui sont propres aussi. Elle va vite en général et bizarrement, très lentement, lorsqu'il s'agit de bien vouloir noter que pour tel individu, tel traitement a échoué quand il n'a pas aggravé la situation. Mon voisin était intarissable sur la médecine elle-même, sa brillance, le talent des jeunes spécialistes qu'il avait pris en charge, leur manière absolument confiante d'aller de l'avant, de ne se laisser impressionner par aucun obstacle. On aurait dit en l'écoutant qu'au cœur de ces descriptions, il n'y avait personne. En tout cas, pas des êtres vivants qui seraient des malades, et à coup sûr pas le malade qu'il était lui-même devenu. Sans doute parce qu'il ne se considérait pas ainsi. Il était l'homme qu'il avait toujours été, avec un emploi du temps serré, des dossiers et des relations professionnelles qu'il n'attendait pas. Un accident était survenu qui avait pour nom maladie grave, une sorte de désagrément temporaire. C'est pourquoi il avait dû s'engager dans un parcours aux côtés de docteurs qui sont aussi des chercheurs ambitieux.
Ensemble, ils avançaient, sans s'attarder dans la vaste plaine qui relie un processus de vie à un processus de mort. Le mot vie était employé, le mot mort aussi. Mon voisin et ses médecins utilisaient ces deux mots sans complexe, avec un aplomb digne du siècle dans lequel nous étions. Toutefois, ce qui pouvait survenir entre ces deux mots était exclusivement appréhendé par eux en termes d'avancées, de nouveautés, de molécules et de méthodes expérimentales prêtes à l'emploi. En l'écoutant au cours de nos promenades, je m'étais dit qu'il était le malade idéal, celui dont rêve tout médecin qui entend se tenir à la pointe de son domaine et faire carrière. Un patient ne s'épargnant pas davantage dans la maladie que dans la vie. Loin de son corps, de ses sensations, des mots pour se décrire en plein vertige. Une mécanique imperturbable sur laquelle la recherche médicale pouvait compter. Merci. Vous faites donc là de Sandor une sorte de personnage d'écrivain, presque. Et vous avez cette phrase ailleurs. Je me permis de dire à cet homme à la fois si obstiné et si désemparé que je le trouvais encore plus audacieux en fiction que bien des personnes dont c'était le métier d'en créer. Alors qu'il est mathématicien de formation, donc très rationaliste, il porte un prénom d'écrivain. Est-ce que vous en faites une forme de... Est-ce qu'il serait correct, à votre avis, d'y voir une figure de l'écrivain dans sa manière de plaquer la fiction sur la réalité? Non, je ne sais pas. Ça, vraiment, je ne sais pas. En tout cas, la narratrice le perçoit, ça très, très fortement. Et peut-être que tout personnage de fiction, ensuite, a cette potentialité. Parce que pourquoi l'écrivain écrit le personnage de fiction à la place du personnage de fiction? Ça, c'est une grande question. Et une chose qui m'obsède, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur cette question, d'où viennent les personnages de fiction? Et à part ça, j'ai trouvé récemment Alice Riva, j'ai trouvé ça sous la plume d'Alice Riva, où elle rejoint beaucoup d'écrivains que j'aime. Et quelque part, je simplifie, mais elle pense aussi, et moi j'ai aussi cette impression, et il y a des textes de théâtre sur cette question, en fait, ils se tiennent quelque part. Ils se tiennent quelque part. Et ils veulent, un peu comme je pense à Wim Wenders, parce que j'ai écrit des choses récemment là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez le film Les ailes du désir. Il y a un ange, parce que Wenders a eu tous ses ennuis avec la Berlinale. Il se trouve que je viens d'écrire un texte qui parle de ça. Et donc, encore ce matin, je l'ai corrigé. Ça me vient maintenant. Dans Les ailes du désir, il y a donc le désir d'un ange. Il sait bien que s'il devient mortel, il va mourir. Voilà, il va le joindre. Mais il veut. Pour moi, c'est un très, très, très grand film. Les ailes du désir, je l'ai vu vraiment à différentes périodes de ma vie. Et même si esthétiquement, il y a des choses voilà, qui joueraient plus aussi compte tenu des moyens techniques, c'est un film absolument extraordinaire. Et j'imagine ça un peu comme ça. Ce pas des anges, évidemment, les personnages. Parce qu'il y en a, c'est vraiment des hommes et des femmes noirs, au cœur noir, qui sont tellement mal avec eux-mêmes que ce qu'ils vont exprimer, c'est une méchanceté inouïe, une cruauté inouïe. Et en tant qu'écrivain, je me dis, ben voilà, à un moment donné, ils me choisissent. Et je dois être à la hauteur. Et être à la hauteur, c'est ne pas les réduire. Typiquement, mon premier personnage, l'homme interdit, on ne sait pas, on bascule tout le temps. Hein, est-ce qu'il a tué sa femme ou pas? C'était vraiment dur pour moi à certaines périodes de cette écriture. Je peux vous le dire. Et c'est complètement faux. Parce que si dans votre famille ou avec vos amis, ils vous disent « mais t'as pas l'air bien », parce que vous portez ce personnage hein, au-delà de l'écriture. Et ça vous marque. Et vous dites non, mais c'est à cause d'un personnage de fiction qui est vraiment effrayant. J'avoue que maintenant, ayant un petit peu plus de pratique et de métier, j'oserais davantage le dire à mes amis. Mais je vous promets qu'il y a un peu plus de 20 ans, quand j'écrivais, surtout moi qui viens du domaine économique et financier, donc de cette rationalité à laquelle vous y allusion, je n'osais pas dire une chose pareille. Parce que je me disais, ils vont vraiment avoir très très peur pour ma santé mentale. Mais donc, voilà, pour vous dire, ça existe. Et quand on dit, oui, mais alors est-ce que vous avez écrit ce texte facilement
Cette question, elle est nulle et non avenue. Elle tue. Elle tue. Vous vivez votre vie et en même temps, vous portez quelque chose qui existe véritablement. Alors, il y a des écrivains qui écrivent en 2 semaines, mais tant mieux pour eux, les chanceux. C'est pas du tout mon cas. Le monde en création, je le porte longtemps. Et en même temps, il y a ma vie réelle. Et ça entre en interaction. Et des fois, ça gêne vraiment beaucoup. Et des fois, je patine longtemps parce que j'arrive pas à retrouver le fil, le vrai fil du texte en train d'être créé. Donc voilà, Thierry, vous qui êtes poète aussi, on peut peut-être parler de cette espèce de fil invisible. Il est difficile de l'écrire. Pourquoi est-ce qu'on est juste tout à coup? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste tout à coup dans l'écriture? C'est difficile à l'expliquer. Hein. Et il faut un processus d'honnêteté. Voilà. Donc des fois, on aimerait gagner du temps et puis on veut prendre le pouvoir, puis on veut faire avancer son histoire. Il ne faut pas faire. Ça finira à la poubelle. Voilà, je peux déjà vous le dire. J'aimerais vous entendre sur la question de l'exil, qui est au cœur aussi de ce roman et de votre écriture. Hein. On sent qu'il y a une sorte de fascination pour ces écrivains de la Mitteleuropa. Alors, Sándor Márai qui est là, évidemment. On a l'impression que cette Europe-là est votre territoire d'élection, en tout cas dans le cadre de ce livre, et aussi dans votre imaginaire de manière plus générale. Et cela nous amène sur la question des correspondances, qui est un autre type d'écriture que vous pratiquez très volontiers. Une écriture plus polyphonique, forcément, avec 2 projets principaux sur lesquels j'aimerais vous entendre. Alors, le premier qui est né dans le cadre de Genève Africa, qui est un projet qui a été lancé par l'écrivain Max Lob et qui existe depuis 2021 et qui met en lien des artistes d'Afrique francophone avec des écrivains et écrivaines de Suisse romande. Et vous avez mené un dialogue avec le réalisateur et auteur malien Alioune Ifra Ndiaye, qui a été publié dans La Couleur des Jours. N'hésitez pas à prendre ce journal. Il y a 3 exemplaires, donc servez-vous, et il y a une partie de la correspondance. Une partie, et je crois que c'est assez sympa. Voilà, et qui commence par une hésitation assez amusante entre le tutoiement et le vouvoiement, parce qu'on ne connaît pas, voilà, c'est une correspondance par mail, hein, et vous dites d'emblée, je ne suis pas allé vous googler, j'ai préféré vous découvrir au fil de l'écriture, et qui dérive sur une sorte de véritable choc culturel. Comment est-ce qu'on construit de la littérature à 2, comme un tango dont on ne connaîtrait pas du tout le partenaire? Ça, oui, quelque part, ce que vous dites là, au fond, je me dis, ça rejoint un peu ce tango de cette fiction-là. Sauf que je l'ai vécu après avec Alioune. Il faut croire que j'aime quand même. Je suis quelqu'un de très rationnel et qui aime savoir et creuser un sujet, mais vraiment toute la vie. Hein, sur des questions fondamentales, comment ça marche, comment on décortique. J'ai aussi un esprit très scientifique. Et dans le même temps, j'ai une face B qui est tout aussi profonde et qui aime bien être précipitée dans quelque chose que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Et donc là, l'enjeu, voilà, on me choisit un partenaire de correspondance. Il se trouve que c'est un homme. La première question que j'ai posée, parce que j'en avais aucune idée, c'est la génération. Parce que quand vous partez comme ça à l'aveuglette, si on vous dit c'est quelqu'un qui vous êtes du même âge, pour moi c'est quand même un peu plus rassurant. Parce que même si c'est des pays et des cultures complètement différentes, il y a un état du monde. Vous voyez, l'état du monde lorsque j'avais votre âge n'est pas du tout celui-ci. Et donc ça vous donne quand même un petit peu des repères. Et voilà, et ben moi j'ai commencé, c'est vrai que j'aurais pu, parce qu'on est dans cette époque et je le fais dans beaucoup de cadres professionnels, de googler, de prendre des infos. Et là, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu pour une question un peu romantique. Thierry Rabault. Découverte. Non, je sais si le romantisme, je le tiens à distance, mais je me souvenais, à l'époque de mon adolescence, je crois que j'étais au collège de Saint-Maurice, pas au grand collège de l'Abbaye, mais à Regina Pacis, où je ne sais plus quelle organisation, et j'en parle dans la première lettre. Ça n'a pas été publié là parce qu'ils ont coupé, mais dans le livre qui existe, il a été publié l'automne dernier, on m'avait proposé, il y avait eu tout à coup, les profs nous avaient dit, vous pouvez correspondre avec des inconnus dans le monde. Et le monde, à l'époque, je peux vous dire, il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de photos. Moi, je viens d'une famille où on n'avait pas des livres qui vous disaient l'Inde c'est comme ça,
la Hongrie, il n'y avait rien. On ne vivait pas dans un monde de l'image. Et quelque part, je suis très contente d'avoir appris à imaginer. On revient à cette question de l'imagination. Et je me suis dit, voilà, j'avais mené 2 correspondances, il se trouve que c'était avec 2 garçons. Un, il était en Inde et l'autre en Yougoslavie, quand la Yougoslavie existait encore. Et on s'était approchés comme ça, en plus en anglais, donc dans des anglais flageolants, vous imaginez bien. Et je me suis dit, avec Alioune Ifra, on a beau être en 2000, je ne sais plus, c'était quand qu'on a commencé, je crois qu'on a commencé Alors en là, les dates, je 2023. vous laisse. Ouais, 2023 sans doute. J'y vais comme ça va peut-être le choquer profondément. Et moi, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui vous voit assez longtemps. Et lui, pour lui, c'était pas possible, quoi. C'est tout de suite le tu. Et j'ai compris après coup, quand j'étais au Mali, quand je suis tombée dans ce chaudron, tout le monde se tutoie, mais absolument tout le monde. Voilà. Et donc, comment on approche l'inconnu? Comment on va se frôler, euh, sentir si on a de l'entente ou pas, en sachant que même si on n'a pas de l'entente et même pas de point commun, en tout cas, je suis une personne comme ça, c'est quand même intéressant. Voilà. Et je trouve que c'est un homme pressé, extrêmement occupé. Il a créé un centre culturel absolument incroyable à Bamako, qui a des ennuis épouvantables depuis, parce que le pays est dans un état de déliquescence terrifiant. Et d'ailleurs, depuis samedi, il y a des attaques djihadistes également sur Bamako. J'en avais très peur lorsque je suis allée. Il ne faut pas penser que c'était un voyage d'agrément, hein. Et le ministre de la Défense actuel, qui est en fait un militaire, parce que le pays est gouverné par une junte militaire qui a pris le pouvoir, qui avait promis en 2024 de faire des élections, mais qui a décidé de rester à vie. Le ministre de la Défense a été tué dans ces attaques. Et en même temps, d'après ce que j'ai compris, les djihadistes, mettons des guillemets, moi je ne sais pas d'où ça vient, ces attaques, elles ont aussi bombardé ou en tout cas fait sauter une mosquée où les gens priaient, parce que la maison du ministre était à côté. J'ai eu encore un échange ce matin avec Alioune, juste pour savoir, c'est un homme très indépendant et très débrouillard, si ça va, parce qu'on a créé entre lui et moi, tout en étant totalement dans des vies différentes et pas d'accord sur beaucoup de choses, mais voilà, il me dit, Catherine, il faut que je te parle, tu vas hurler, mais voilà. Et j'aime ça parce que on s'affronte et en même temps, on essaie de construire dans cet épouvantable monde qui est là aujourd'hui. Et en l'occurrence, il y a un homme, j'entends, il peut sortir dans la rue et se faire descendre. Et il n'est pas du tout un inconnu. Donc, quand je voyageais avec lui, on n'avait pas le droit de sortir de Bamako. Et vraiment, même le voyage que j'ai fait, au fond, il n'était pas recommandé du tout, je vous le dis, par les autorités suisses. Et je ne le fais pas par esprit de désobéissance à la base. Mais il y avait une raison qui me conduisait là-bas. Et lui me dit, on s'en va, on quitte la ville. Donc, dès mon arrivée, on est parti, on a roulé. Et là, je me suis rendu compte de qui il était, c'est-à-dire un truc incroyable, quelqu'un qui connaît son pays. Voilà. Et par rapport à la Russie, parce que j'ai aussi beaucoup fréquenté de gens en Russie, pas des gens importants, des gens ceci et ça, mais j'aime les gens de terrain, vous voyez, qui sont sortis de leur ville, qui sont capables d'aller un petit peu plus loin et de montrer non pas des choses forcément intéressantes que tout le monde va voir, mais des choses qui paraissent anodines, mais qui font que chez moi, le pays entre peu à peu dans l'esprit, dans le corps, dans les veines, la géographie, comment est le terrain, comment c'est tout ça. Et donc voilà, cette correspondance avec Alioune a permis qu'on se rencontre. Moi, qu'on se rencontre, je veux dire aussi par les lettres. Je suis profondément reconnaissante d'avoir pu avoir cette expérience. Elle était dure. Et pour moi, ça a été un choc épouvantable, véritablement, de voir l'état du pays. Et c'est pas que je veux critiquer ou que je fais ma petite Suisse propre en ordre, hein. J'ai voyagé beaucoup dans le monde. L'ordre et la propreté, c'est pas ce que je demande forcément en premier lieu, mais c'est cette vision de la vie des gens, de cette vie tellement dure, et en particulier des femmes et des enfants, de cette pauvreté endémique. Et il n'avait déjà plus que, lorsque j'y étais l'année dernière, à peine 6 heures d'électricité par jour.
Vous voyez donc tous les métiers qui peuvent plus exister, la question de l'eau qui s'interrompt, une circulation, je n'osais même pas imaginer la statistique de morts chaque jour, rien qu'à Bamako, de morts et de blessés. Et quand vous prenez conscience de ça, moi, je ne suis pas une économiste qui se satisfait des chiffres. J'imagine automatiquement, ça veut dire quoi avoir une famille là? Ça veut dire quoi éduquer un enfant? Ça veut dire quoi avoir des parents vieillissants? Donc, j'ai été dans les familles. Ce n'était pas prévu. Mais les gens que je rencontrais me disaient, est-ce que tu as envie, Catherine, de venir dans ma famille? Ah, si tu as envie, alors il y a aussi mes parents qui vont venir. Et voilà, c'est ce que j'aime. C'est partager un thé, c'est parler, et en faire quelque chose qui est rien, mais qui en même temps est tout de ce que constituent nos vies. Voilà. Et dont on sent vraiment toute la vibration dans ce livre publié chez BSN Press. Et j'aimerais vous entendre aussi sur cette deuxième correspondance dont vous avez déjà parlé dans la salle à côté, d'ailleurs, à l'occasion du festival Aller-Retour. Expérience tout aussi difficile, à d'autres égards peut-être, avec l'écrivaine et journaliste syrienne Shadia Atassi, qui est installée à Lausanne. Le problème, c'est qu'elle parle arabe et pas vous, et que vous parlez français et elle, pas vraiment. Donc là, vous avez retrouvé l'anglais flageolant de vos jeunes années. Et voilà, une fois de plus. Et là, il y a un livre qui va, on y travaille, et c'est vraiment pas facile. Les textes sont écrits. Donc, je me retrouve en effet, c'est dans le cadre du projet Weiterschreiben, qui est parti d'Allemagne et qui prenait conscience qu'il y avait des écrivains, justement, une fois de plus, en exil, en émigration, qui ont dû quitter leur pays. Et évidemment, je me suis achoppée par ma volonté avec la chose la plus difficile parce que j'ai dit, je voudrais une femme. Parce que j'imaginais immédiatement qu'un écrivain qui quitte l'Égypte ou l'Afghanistan, ça va être très dur pour lui. Mais c'est un mec, vous voyez. D'abord, il sera sans doute plus connu, déjà. Et puis ensuite, il y a plein de choses qui ne vont pas dans sa vie quotidienne, prendre en charge. Et étant une femme qui prend en charge beaucoup de choses, je me suis dit, ça va être encore plus difficile. Donc voilà, on s'est retrouvés comme ça. Et les langues flageolantes, et de se dire, mais qu'est-ce que je m'en suis quelque part voulu de ne jamais avoir appris l'arabe. C'est une tentation que j'ai eue depuis longtemps parce que vraiment une de mes très très grandes amies est de langue arabe depuis longtemps. Donc c'était une tentation concrète. Et voilà. Et là, en revanche, on n'a pas du tout eu une correspondance comme cher Thierry Rabou. On pourrait essayer d'avoir si on s'était pas rencontrés. C'était toute autre chose. Comment avez-vous fonctionné? À la base, le projet mettait en avant des extraits de textes de livres que Shadia avait écrits, en permettant que certains livres qu'elle avait écrits et publiés, pas beaucoup, puissent figurer sur le site Weiterschreiben. Le problème, selon moi, et je le dis parce que j'en ai parlé à l'organisation, c'est que quelque part, ça n'a aucun sens. Surtout lorsque on donne juste un extrait traduit en français ou en allemand et qu'on ne parle pas de ce qu'il y a à l'intérieur du roman. On ne situe pas les choses. Bon, et le but, c'était que quelque part, je la soutienne, je la coach, qu'on parle d'écriture, vous voyez, mais quand vous n'avez pas de langue commune, c'est absolument terrifiant. Donc, vous vous regardez dans le blanc des yeux et vous vous faites confiance. Et donc, à un moment donné, je lui dis, Shadia, il faut qu'on écrive un livre ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Il faut qu'on écrive quelque chose toutes les deux, parce que ça va augmenter tes chances d'être publié pour la première fois en français. Parce que Shadia, fort légitimement, avait l'espoir qu'on allait traduire en français un de ses livres. Ça serait possible, mais vous savez comment c'est aujourd'hui le monde de l'édition. Déjà, pour les traductions, c'est très difficile. Quand vous êtes une parfaite inconnue, qu'on ne connaît pas votre culture, que vous n'êtes pas la poétesse XY dont on a parlé dans tout le monde arabe, votre chance tombe à zéro. Et donc voilà, et plutôt que d'avoir une correspondance, on a réfléchi toutes les deux, ça a pris quand même un certain temps. Et on s'est dit, l'approche c'est, on ne va pas avoir une approche d'intellectuel. Moi, je ne connais pas ton pays, Shadia, je ne connais pas ta langue. Bien sûr que j'ai lu des écrivains syriens, mais peu, surtout des poètes. Je sais l'importance de la Syrie, mais je n'y ai jamais mis les pieds. Et elle, qu'est-ce qu'elle connaît de la Suisse? Elle y vit comme réfugiée, mais elle vit dans un contexte arabophone. Elle n'est pas non plus à aller à la découverte comme ça. Et c'est une femme plus âgée que moi. Elle n'a pas cette liberté, vous comprenez? Elle l'aurait
financièrement, mais elle l'a pas à l'intérieur d'elle-même. Et comment on va faire pour se raconter nos cultures sans commencer à parler d'art, à parler de grandes voix, à parler de grands écrivains, tout ce que je déteste. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? On reste au ras du terrain. On retrouve le ras du terrain. Et on prend des mots qui nous viennent, des mots simples que j'appelle des mots clés, et on s'écrit à travers des mots clés. Voilà. Et j'ai commencé avec le mot neige. Et je lui envoie un texte sous le mot neige. Elle le lit, on va utiliser l'intelligence artificielle. Actuellement, nos textes sont traduits en arabe, tout sera publié aux éditions d'Embarque dans les 2 langues, arabe et français. Par des traducteurs, traductrices humains. Humains, oui, que j'ai cherché. Ça a été très long à trouver les bonnes, ces 2 femmes. Et qu'est-ce que ça allait provoquer chez elles? Qu'est-ce que ça allait déclencher? Le but, c'est pas qu'elles répondent au mot neige, c'est qu'est-ce que ça déclenche. Vous voyez, on a eu une approche à la fois très sensorielle. Et à travers ces mots très simples, il pourrait y avoir, elle a pris le mot pluie, elle a pris le mot mur, je pense à ces mots. Par moments, il y a des mots très sérieux, démocratie. Moi, j'ai le mot confessionnal, parce que je viens d'un arrière-fond catholique. Et je ne voulais pas parler du catholicisme, mais il se trouve que quand je lui écrivais à ce moment-là, on approchait de Pâques. Et tout à coup, j'ai ce mot qui arrive, confessionnal. Et je pense à ce qui se passait quand j'étais à l'école. Voilà. Et donc, on écrit, vous voyez, c'est encore une autre forme de correspondance. En fait, on ne se dit pas, cher Shadia, je vais te dire d'où je viens, ce que je pense et tout, mais quelque part, on le raconte vraiment. Et on a une perception de l'autre qui est vraiment par le moyen de l'écriture. C'est une autre forme. Voilà. J'aimerais, avant de vous donner la parole, vous poser une dernière question sur votre métier d'écrire. Vous avez parlé d'Alice Riva, dont vous avez préfacé l'alphabet du matin, qui a reparu à l'Air. Alice Riva, qui aura bientôt une rue à son nom à Lausanne. Depuis que vous êtes entrée en littérature avec ce choix de l'indépendance, relativement audacieux aussi pour une femme, mère de famille, vous avez quitté Genève. Comment est-ce que vous avez vu le métier évoluer en tant qu'écrivaine, en tant que femme, jusqu'à aujourd'hui? Vous avez traversé en fait ces décennies en tant qu'écrivaine indépendante, ce qui n'a pas toujours été une évidence, je l'imagine, par rapport à la période de Alice Riva peut-être. Et comment est-ce que vous avez vu le statut de l'écrivaine évoluer dans la société? Oui, ça c'est une très vaste question. Donc, comme on n'a pas des heures, on a très peu de temps. D'abord, il y a, pour une femme de ma génération, grande lectrice, avant de publier moi-même, une inconscience absolument totale, parce que le monde était organisé, il l'est toujours en grande partie, où vous faites votre... J'ai pas fait d'études littéraires, mais j'ai toujours énormément lu. Et avant que vous ne réalisiez que la proportion de femmes que vous avez lues, elle est haute comme ça prend des décennies. Et souvent, les hommes ne s'en rendent pas compte de ça. Je comprends pourquoi les hommes ne s'en rendent pas compte, mais nous non plus. Et donc, il y avait une inconscience totale de ma part, parce que moi, mon respect, il est par rapport à un texte. Il n'y avait pas une vision, ça va être dur. Pas du tout, du tout. Mais j'ai très vite remarqué à quel point c'était dur. Là, vraiment, dès la publication de L'Homme interdit. Et je vous donne un exemple. Non pas qu'il s'agisse de volonté de mise à l'écart et de choses conscientes et intentionnelles, c'est pas ça. Mais moi, je me disais, tout de même, dans L'Homme interdit, en plus je viens de la presse économique et financière, et il y a tout au long de ce texte beaucoup de réflexions qui ne sont pas des réflexions rationnelles, mais qui posent la question, c'est quoi le travail? Pourquoi on exige de nous ça? C'est quoi cette économie qui fait de nous des robots? Vous voyez, il y a déjà plus de 20 ans. Aucun critique n'en parlait. Aucun. Parce que quelque part, parce que vous êtes une femme, mais j'ai mis du temps à le réaliser, Thierry Rabouin, on vous plaque quelque chose. Et récemment, c'est arrivé, parce que demain j'ai mon livre « L'histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir » qui sort en allemand. Il y a quelques articles qui sont déjà sortis. Je ne vais rien dénoncer, rien du tout.
Mais il se trouve qu'un journaliste quelque part, que je ne connais pas, mais du tout, veut absolument plaquer mes idées d'érotisme sur la narratrice. C'est con parce qu'il n'y a justement pas de regard entre ces deux personnes au niveau de « Ah, ce mec, entre guillemets, je vais me le faire » ou bien « Il va, hein, je suis un petit peu vulgaire là, mais je parle comme on parle aujourd'hui ». Il y a précisément à ça. Mais vous voyez, en 2026, parce que je suis une femme, on se demande si papa. Voilà. Donc, découverte d'un monde pleine poire, le mur, le fait de se dire, OK, rechercher évidemment chez des femmes qui ont écrit le fait qu'elles en auraient parlé, très peu l'ont fait, parce que ça les aurait mises en situation de plus grande fragilité. Elles devaient, on est dans un monde d'hommes, donc on doit se montrer à la hauteur. Et si on... Moi, j'ai eu tellement de fois en posant des questions, parce que j'ai toujours posé des questions, on se renvoie autour de la table en disant pourquoi tu parles de ça, ça n'a aucune importance. C'est seulement depuis quelques années qu'il y a un écho. Seulement depuis quelques années. Donc j'ai vécu l'essentiel de ma vie jusqu'à aujourd'hui, parce que je les posais. Il n'y en avait pas. Corinne Valaisanne, dans le collège où j'étais, Regina Pacis, excellent collège, avec des profs vraiment en moyenne très très bons. Croyez-vous qu'on m'en a parlé? Croyez-vous que quiconque... Et à l'époque, il n'y avait pas de librairie avec les sous pour aller acheter, vous voyez, ou Google, ou je ne sais pas qui. Non, il y a ça. Vous êtes laissé seul. Donc pour moi, d'abord, l'histoire des femmes en littérature et en sciences, c'est d'abord une immense histoire de solitude. C'est la première chose, de solitude et de vertige, et comment vous avancez là-dedans. Et Alice Riva, maintenant j'en arrive à la fin, parce que je vous laisse toutes les heures où je pourrais m'exprimer là-dessus. Alice Riva, actuellement, et vraiment j'ai peut-être tort, ça m'énerve tellement qu'on la présente comme un écrivain féministe. Ça marche éditorialement. On est d'accord, tous les éditeurs vont là-dessus. Regardez ce qui se publie depuis 2 ans et demi, écrit par des femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grands textes littéraires, bien sûr, mais c'est mon corps abusé, la violence, etc., etc. Et puis pour vendre mieux Alice Riva, et je ne reproche rien à personne éditorialement parlant, et même au niveau de la critique littéraire, c'est cet écrivain féministe. Mais la question que je pose, c'est ceci. Est-ce que vous voulez que moi, je prenne un certain nombre d'auteurs que j'aime beaucoup et que je dise c'est un livre très hoministe? Parce que c'est pas de ma faute, et c'est pas de la faute d'Alice Riva, si beaucoup d'hommes excellents en écriture ont regardé le monde féminin d'une manière caricaturale et n'ont rien vu. C'est pas de notre faute. Et comme le féminisme est un mot tout à fait honorable, mais très dangereux en culture, parce qu'il vous met dans une classification qui fait peur. À vous, peut-être pas, à nous qui sommes des intellectuels, surtout depuis tout le travail qui est fait depuis des dizaines d'années, mais allez dans la population, allez à des repas du samedi soir, puis vous dites à votre oncle ou à votre cousin que vous aimez beaucoup, qu'il faudrait qu'il lise Pupille s'allumer. Je veux dire, ce mot, il continue d'exclure. Vous voyez? Et quand vous voyez l'écriture de Riva, sa capacité à regarder ce que beaucoup ne regardent pas, c'est le rôle de l'écrivain, c'est le mien. On a parlé d'insignifiance, de personnages ordinaires. C'est notre boulot d'écrivain. Et on va dire, Alice Riva n'a parlé que des femmes et tout. Non, elle regardait la société dans laquelle elle vivait. Elle s'intéressait à ces personnages qui sont des ombres. Aussi bien en documentaire, parce qu'elle a écrit, quand elle était au chômage, des articles un peu plus économiques sur le travail des femmes. Où y avait-il un article à cette époque-là qui allait voir les femmes à la maison qui faisaient leurs petits travaux de couture, qui étaient payées dans une journée, même pas le salaire horaire d'un ouvrier mal payé, et qui le dit? Voyez, et qui ensuite nous met toutes ces silhouettes de femmes qui osent à peine se promener dans la rue tellement elles doivent être dignes. Elles découvrent ce monde qui est tellement laissé de côté par la littérature. Et ça ne veut pas dire que la littérature qui le laisse de côté ne doit pas être lue.
pas du tout, selon moi. Mais pourquoi est-ce qu'on va la qualifier? C'est un écrivain, Alice Riva. Ensuite, on peut dire elle a porté son attention sur telle et telle question. Voilà. Donc, pour vous dire que je suis complètement à contre-courant, parce que je pense que c'est dangereux pour elle. Et c'est dangereux pour son œuvre. Et que c'est pas qu'on veut être dans le territoire des hommes. C'est pas ça. Surtout, moi, je veux pas y être. Je veux être dans le territoire de la littérature. Voilà. Et la littérature, c'est un regard sur tout, si possible sans jugement. Comme le disait Tchekhov, il paraît, je ne suis pas sûre que la citation soit certaine, hein. Les Tchécoviens m'ont dit fais gaffe avec ça, mais il y a quand même, mais il y a quand même, voilà, mais il y a quand même cette idée quand on lit beaucoup de Tchekhov, ça correspond à sa personnalité. Il a une petite nouvelle où il met en scène des voleurs de chevaux, puis on l'a embêté avec ça, puis il a dit c'est pas à moi de dire que c'est pas bien de voler les chevaux. Moi, mon job, c'est de vous montrer les voleurs de chevaux. Voilà. Ben moi, mon job, le job d'Alice Riva, le job de tout le monde, c'est de vous montrer là où nous sommes, avec évidemment notre sensibilité, nos vies comme elles vont, notre monde comme il va. Voilà. Et il n'y a pas de quoi plaquer là-dessus. Elle est féministe parce qu'on est une femme, ou bien il est féministe parce que vous êtes un homme. Parce que sinon, votre monde en liquidation, il va devenir un livre très féministe. Vous voyez? Et je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. À un moment donné, on arrête et puis on regarde la littérature pour ce qu'elle est. C'est ma proposition de 7 ans. Merci pour cette profession de foi et cette grande traversée de Sándor Márai à Alice Riva. Merci pour votre intérêt. Auriez-vous des questions posées? Catherine Levet. Je n'ai pas de doute qu'elle aura des réponses à vous fournir sur quelques questions que ce soit. En tout cas, prenez la couleur des jours. Regardez, ne serait-ce même si vous ne lisez pas la correspondance, regardez quand même l'esthétique de ce journal papier qui est... il y a des numéros moins réussis que d'autres, mais plus réussis, tout dépend. C'est vraiment une très belle esthétique. Comme on n'en fait plus, c'est un format insupportable. C'est vraiment 2 personnes voilà, qui travaillent de plein fouet. Et puis l'abonnement au cas où vous êtes des étudiants, donc n'en parlons pas. Mais si jamais c'est vraiment un truc pas cher parce que c'est subventionné. Et c'est quand même un journal qui vous parle aussi d'expo, d'approche, de photographie, d'architecture, enfin de choses assez intéressantes. Lisez des journaux, quoi. Voilà, en réalité. Et comme vous le disiez, les journaux, par exemple l'Hebdo, moi j'ai travaillé un peu à l'Hebdo qui est mort. J'ai commencé par la Tribune de Genève, qui est dans l'état où elle est, qui déjà à l'époque faisait des collaborations avec 24 heures. 24 heures, c'est un journal que j'aime beaucoup, qui est dans l'état où il est. Les journaux économiques pour lesquels j'ai travaillé, plusieurs ont disparu. Je ne dis pas que c'était des merveilles, je ne dis pas ça, mais on approchait vraiment des questions qui fâchent. Et voilà le papier. Alors, comme je disais à Thierry, ou plutôt à Mathieu, je lisais, voilà, moi je suis une lectrice du Canard enchaîné. Alors, je pourrais avoir un abonnement au Canard enchaîné. Non, ce que j'aime, vu que je prends beaucoup de train, c'est je vais l'acheter à la gare. Voilà, le papier. Il faut qu'on soutienne le papier quand même. Le papier qui nous isole des écrans à un moment donné. On arrête de scroller. Déjà, rien que pour ça. Je vous le dis à vous, jeunes générations. Là, vous mettez sur mode avion et vous écoutez le papier. Des questions, des réactions? Si tel n'est pas le cas, je vous propose qu'on applaudisse bien chaleureusement Catherine Levet.